Yo yo, what's up, bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français, le seul podcast qui vous donne toute l'information sur votre blockchain préférée. Quentin, aka Mr. Q, sera votre hôte pour toute la durée de l'émission. Mais avant de commencer, laissez-moi vous parler de Crypto Suprême, sponsor numéro 1 du podcast Cardano français. Crypto Suprême est le site internet où vous pouvez vous procurer tous les articles Cardano, Emurgo et UHK. Que ce soit des vêtements, des pièces de collection ou des articles de bureau, vous trouverez sur le site cryptosupreme.net les meilleurs produits, les meilleurs prix et le meilleur service. Avant que j'oublie, aucune information donnée dans le podcast ne doit être prise comme un incitatif à investir dans le projet Cardano. Il est toujours mieux de faire ses propres recherches avant d'investir dans n'importe quel placement financier. Alors, bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français. J'ai la chance d'avoir avec moi deux ambassadeurs, Max et Malik. Comment allez-vous les amis? Très bien. Bien, merci. Quentin? Merci d'avoir accepté l'invitation. Alors, question, on commence directement, on entre dans l'action directement et je vais poser ma première question par rapport à la saturation. Peux-tu nous rappeler c'est quoi la saturation, Max? Alors, la saturation, ça a été mis en place pour éviter que des stake pools deviennent trop grands. Et donc, pour ce faire, on va limiter la rentabilité du stake pool à partir d'un certain niveau de stake pour faire en sorte que les gens de la communauté aient plus intérêt à aller stake vers des stake pools qui sont plus petits. Et pour ce faire, en réalité, donc, pour rééquilibrer les stake pools entre eux. Parfait. Et je pense que dans le fond, il y a un autre élément qui va jouer également au niveau des stake pools qui va être l'engagement ou le pledge. Peux-tu expliquer c'est quoi le pledge dans le fond? Alors, l'engagement en français ou le pledge en anglais, c'est cette idée que il faut montrer qu'on a du skin in the game, donc montrer que on est dans le même bateau que ceux qui stake avec le stake pool. Et donc, en tant qu'opérateur du stake pool, si je vais pledge, ce que je vais faire, c'est que je vais aller déléguer du ADA à mon propre stake pool pour montrer que si mon stake pool n'est pas rentable, je ne serai pas rentable non plus. Et donc, c'est particulièrement utilisé dans ce cas-ci, pas spécialement pour montrer qu'on a du skin in the game dans le protocole, mais plutôt pour faire en sorte que on ne puisse pas faire ce qu'on appelle des Sybil attacks, donc on ne puisse pas créer 20 000 stake pools pour gagner énormément de pouvoir dans le réseau. Parce qu'il faut à chaque fois avoir un pledge, et au plus de pledge, au plus rentable le stake pool. Mais à ce moment-là, je pose la question donc à ce moment-là à Malik, c'est quoi exactement la différence et l'implication entre la délégation et l'engagement pour les opérateurs de stake pool? Alors on va voir avec prenons deux exemples. Une personne lambda qui a des ADA et qui décide de déléguer. Quand elle délègue à un pool, elle fait ce qu'on appelle une délégation simple, c'est-à-dire qu'elle va gagner des récompenses au prorata de ce qu'elle délègue dans le pool. L'engagement, il est un peu différent. Donc, comme Max l'a expliqué, c'est un signal du pool opérateur pour indiquer que oui, il a vraiment quelque chose à perdre si quelque chose se passe mal, c'est qu'il va perdre les récompenses qui sont liées à son engagement. D'accord ? Donc pour ces deux côtés-là, entre une délégation simple ou un engagement, les deux, ils diffèrent pas. C'est-à-dire qu'ils vont rapporter au prorata de ce qu'ils sont dans le pool. Cependant, il y a une différence de taille entre les deux. C'est que les récompenses dues à une délégation normale sont versées automatiquement par le protocole. Les récompenses liées à l'engagement aussi sont versées automatiquement par le protocole. Mais attention, il y a une petite subtilité. Les récompenses de l'engagement sont versées uniquement au pool opérateur. Et ça va avoir une différence de taille, pas quand on se demande, oui, mais si l'engagement vient du pool opérateur, alors c'est pareil. Oui, tout à fait. Sauf que l'engagement peut aussi être proposé par une personne qui n'est pas l'opérateur. Imaginez que vous trouviez un partenaire qui est beaucoup plus
riche et bien portant que vous, et vous arrivez à le convaincre de participer à votre groupe d'enjeu en mettant beaucoup d'engagement dans votre pool. Vous pouvez convaincre une personne de faire ça. Mais cette personne, elle n'acceptera que si elle vous connaît bien. Parce que en réalité, toutes les récompenses liées à l'engagement vont être versées au pool opérateur. Et non plus automatiquement à la personne qui donne l'engagement. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une confiance qui est externe au protocole pour que ce système fonctionne. Alors, moi je compare ça un petit peu à un western où chacun pointe un revolver sur la tempe de l'autre. Je m'explique. Si le pool opérateur fait une bêtise et pour une ou plusieurs époques décide de ne pas verser les récompenses à celui qui apporte l'engagement, alors celui qui a l'engagement, sa première réaction va être tout simplement de prendre ses ADA et de partir vers une autre adresse. S'il fait cela, et ça va marcher dès le premier loveless en fait, qui ne correspond pas à l'engagement qui a été certifié par le pool au moment de l'enregistrement du pool, du groupe d'enjeu, s'il manque un seul loveless, alors c'est tout le pool qui perd toutes les récompenses pour tout le monde. Donc ça veut dire que ça va être catastrophique pour l'opérateur du groupe d'enjeu, puisqu'il va perdre non seulement son engagement, qui était peut-être conséquent vu qu'il avait réussi à ramener du monde, mais aussi tous les délégateurs autres, simples, qui étaient chez lui, qui vont se dire « mais attendez, ça fait 2 époques que je touche rien, ce pool est nul, je ne peux pas lui faire confiance, je m'en vais et je ne reviendrai plus. » Donc pour l'image de marque du pool, c'est catastrophique. Donc l'engagement, c'est un petit peu la dissuasion, enfin cette mécanique de l'engagement qui nécessite que l'opérateur du pool et éventuellement la personne qui va l'aider à fabriquer l'engagement doivent se connaître. C'est un petit peu la dissuasion nucléaire. Chacun est responsable, l'un de verser les récompenses et l'autre de rester avec son engagement dans le pool. C'est ça la différence majeure entre une délégation et un engagement. Ben, c'est sûr que on comprend bien que pour les délégateurs qui vont faire attention à cette subtilité-là, ça va être utilisé pour justement choisir entre déléguer ou participer à l'engagement. Mais est-ce que cela veut dire que il va y avoir une différence au niveau des facteurs pour analyser les stake pools? Parce que sur le ITN, on avait une manière de sélectionner un stake pool, mais sur le mainnet, j'ai l'impression qu'on va avoir une autre manière ou d'autres facteurs pour sélectionner un stake pool. Est-ce que Max, tu trouves que il va y avoir une différence au niveau de la sélection des stake pools pour les délégateurs qui vont faire la différence entre ce genre d'informations-là? Oui, c'est sûr. Comme Malik l'a déjà très bien expliqué, il va y avoir une assez grosse différence avec le pledge et la délégation, et le pledge qui va fortement, je pense, impacter tout ce qui est ce qu'on appelle en anglais game theory dans les stake pools. Mais après, ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est qu'aujourd'hui, dans l'ITN, les stake pools ne récoltent pas directement les fruits de leur travail. C'est-à-dire que les EDA qui sont générés grâce au stake pool avec les pool fees ne seront que accessibles pour les stake pools une fois que Shelly est lancé. Alors que quand on sera avec Shelly sur le mainnet, eh bien, si un stake pool opère bien, ben, il aura directement les fruits de son travail. Et donc, ça sera beaucoup plus dynamique. Et donc, je pense aussi que la majorité des stake pools vont aussi commencer à entreprendre des choses, je sais pas, créer des applications ou faire des choses. Et donc, ça deviendra aussi sûrement peut-être un facteur en se disant, ben, eux, ils font des chouettes trucs, je vais aussi peut-être aller les soutenir. À part ça, je pense que c'est vraiment les 2 gros facteurs qui vont beaucoup changer. Ben, ce sont quand même des gros facteurs différents entre l'ITN et ce qu'on va avoir sur le mainnet. Donc, selon vous, étant donné que vous êtes des opérateurs de stake pool, c'est quoi les paramètres sur quoi les délégateurs vont devoir se baser dans le fond pour choisir un stake pool? Je peux commencer, Max, si tu veux? Oui.
Alors, je sais pas, je me disais en fait que rien m'indique que ce sera vraiment différent de ce qui se passe sur l'ITN, je vois pas pourquoi. Donc très clairement, faible coût et performance avant tout. En tout cas, c'est ce qu'on a observé sur l'ITN. J'ai quand même noté un truc assez sympa, c'est qu'il y avait une forme de loyauté globalement des délégateurs, c'est-à-dire qu'une adresse qui vient et qui a l'air à peu près satisfaite, si le pool tourne sans souci, bon, il y a de la variabilité, mais ça c'est normal, c'est dû à la manière dont sont élus les blocs pour chaque pool. Globalement, les gens restent. Et ça, je trouve que ça fait très plaisir, parce qu'au moins on voit que notre investissement, c'est un peu du temps quand même, paye. Après, pour ce qui est des délégateurs, comment ils vont choisir un stake pool sur mainnet? Alors, je sais pas. Ça, ce sera quelque chose à voir quand ce sera sorti. Toutefois, j'aimerais insister sur un point, et Max a commencé à l'aborder, c'est que j'aimerais en tout cas que les délégateurs ne se basent pas uniquement sur les frais, mais aussi sur ce que les pools proposent à côté pour l'écosystème. Parce qu'au final, la différence au niveau des récompenses entre un pool qui ne prélève 0% de frais et un pool qui va prélever 8 à 10% de frais, à la fin de l'année, c'est pas énormissime, d'accord, pour un délégateur. C'est pas une très grosse différence d'ADA en termes de récompense. Par contre, ça peut faire toute la différence pour le pool, parce que lui, ça lui permet tout simplement déjà de payer ses charges et peut-être de commencer à investir sur des projets. Donc voilà. J'aimerais juste que les gens ne mettent pas leur ADA sur des exchanges. Ça, c'est vraiment, pour moi, c'est quelque chose d'hyper important, parce qu'en fait, si la majorité des ADA sont mis sur un exchange comme Binance, parce qu'ils proposent 0% de frais, en fait, ce que ça va avoir comme effet, c'est que ça va tout simplement stériliser l'écosystème Cardano. Ça veut dire que aucune personne tierce n'aura intérêt finalement à s'investir, et donc il n'y aura rien qui sera proposé en dehors de Cardano lui-même, c'est-à-dire il n'y aura pas des traductions, ça c'est ce que je fais, il n'y aura sans doute pas des tutoriels comme Max les propose sur Proof of Africa, il y a plein de choses qui vont manquer, ça va être un petit peu triste, et au final on va se retrouver dans 5-10 ans en se disant mais il se passe rien sur Cardano, c'est toujours les riches qui gagnent, il se passe rien pour tous les autres. Bah oui, mais collectivement ça veut dire qu'on a merdé, parce que on a tous été attirés par l'appât du gain des 0% de frais. Donc l'adage, gardez ça en tête, c'est pas vos clés, c'est pas vos ADA, donc quand c'est sur un exchange, c'est pas vraiment à vous. Et secondo, si c'est gratuit, c'est toi le produit, voilà. C'est bon, Max, veux-tu rajouter quelque chose? Parce que sinon, j'ai une question pour toi. Je suis totalement d'accord avec l'idée qu'il faut clairement éviter que les gens laissent leur ADA sur les exchanges. Après, je pense que la première raison pourquoi les gens laisseraient leur ADA sur les exchanges, c'est peut-être pas spécialement pour les frais qui sont minimes, c'est aussi surtout pour l'expérience utilisateur. C'est quand même beaucoup plus facile quand on y pense de laisser toutes ces crypto-monnaies sur un échange et de faire le travail par l'échange, plutôt que de devoir aller gérer tous ces wallets, devoir aller à chaque fois aller trouver un stake pool, etc. Donc à ce niveau-là, ce qu'il faut absolument faire, c'est rendre ce processus le plus simple possible à travers des outils, à travers des explorers et ce genre de choses-là, pour faire en sorte que les gens, ça c'est vraiment une expérience utilisateur parfaite, pour qu'il n'y ait vraiment aucune barrière à l'entrée en se disant bon je vais quand même aller mettre sur mon propre portefeuille. Ça c'est vraiment essentiel. Mais à ce moment-là, je pose une question justement pour éduquer les gens qui vont regarder ce podcast. Pouvez-vous nous rappeler c'est quoi la différence dans le fond entre des frais fixes et des frais variables? Et est-ce que ces frais sont encore une variable importante dans le choix d'un stake pool? Tu l'as précisé un petit peu, Psycomb, que sur une année, c'est pas des frais énormes, mais en tant que tel, c'est quoi la différence entre des frais fixes et des frais variables? Les frais fixes,
ce sont des frais qui vont être prélevés, quoi qu'il arrive, à la fin d'une époque par le stake pool. Alors, c'est prévu pour que en fait, les charges de fonctionnement soient directement prélevées, quoi qu'il arrive. Après, ce qui s'est passé sur l'ITN, sur le réseau Shelly, c'est qu'on s'est rendu compte que les pools opérateurs, finalement, n'utilisaient pas trop cette variable. Ils préféraient directement prendre une marge, un pourcentage des récompenses, plutôt que de prélever un fixe d'abord et une marge ensuite. Okay. Alors, pour ceux qui voudraient revenir, c'est pas que je fasse de la pub, mais j'ai fait une foire aux questions sur le site web de Stakhanowitz qui reprend ça. Mais en gros, les frais fixes sont pris quoi qu'il arrive, c'est-à-dire que le pool ait bien fonctionné ou pas, les frais fixes vont être prélevés sur les récompenses qui tombent à la fin. Et donc, si toutes les récompenses sont consommées par ces frais fixes, alors les délégateurs n'auront rien. Voilà. Ensuite, on calcule la marge sur ce qui va rester. La marge qui s'exprime en pourcentage. 1, 2, 5, 10, 20% des sous qui restent. Et ensuite, ce qui va rester, ça va être distribué aux délégateurs. Il y a encore une subtilité supplémentaire, c'est que cette marge en pourcentage peut être plafonnée. Okay. Ça veut dire que le pool opérateur prend une marge de 10% dans le plafond de 10 000 ADA. Donc si jamais ces 10% atteignent, je sais pas moi, 15 000 ADA, il n'en prélèvera que 10 000 s'il a mis un plafond à 10 000. Voilà. Voilà comment marchent les frais dans l'écosystème Cardano. Ok. Fait que à ce moment-là, pour un stake pool, pour des opérateurs, vous qui voulez faire de la business en partant votre stake pool, est-ce que la stratégie va être, ou est-ce que la priorité va être de maximiser l'engagement ou de maximiser le nombre d'ADA qui vont être délégués à votre stake pool, Maxime? Alors, nous en premier lieu, parce que on est, enfin, je veux dire, Joshua et moi qui sont les cofondateurs de notre stake pool, on est encore assez jeunes et donc on n'a pas des millions et des millions de ADA à aller engager dans notre stake pool. Nous, notre priorité, elle est clairement sur la délégation et on a prévu de construire semaine par semaine notre engagement en dédiant 20% de nos revenus à cela. Okay. Et donc l'idée, c'est que au fur et à mesure, ça se construise et au fur et à mesure, le stake pool deviendra de plus en plus rentable. Mais c'est quelque chose qui va prendre des mois et des mois et des mois avant que ça soit vraiment optimal si ça l'est un jour. Ok. Est-ce qu'à ce moment-là, ça veut dire que est-ce que votre stratégie a changé, dans le fond, entre la stratégie que vous aviez sur l'ITN et la stratégie que vous allez avoir sur le mainnet, ou ça reste quand même la même chose? Notre stratégie, elle reste la même. En fait, notre stratégie, elle a toujours été de créer une communauté, parce que je pense que c'est quelque chose qui peut être très fort. Faut pas oublier que Bitcoin est devenu ce qu'il est aujourd'hui, totalement grâce à la communauté. S'il n'y avait pas de communauté, on ne serait pas là. Et donc, c'est surtout aussi que le stake, c'est quelque chose que, si demain il y a un whale qui va stake 20 millions d'ADA, voilà, j'ai 20 millions d'ADA. Par contre, une communauté, je peux pas l'avoir du jour au lendemain. Et donc ça, nous, c'est quelque chose qu'on va clairement continuer à construire, mais surtout aussi de jouer sur cette diversification de stake, entre guillemets, parce que nous, par exemple, on a l'expérience au début dans la tienne où on a eu quelqu'un qui contrôlait près de plus de 50% de notre stake, et qui donc, à un moment, est parti. Et donc, en une fois, on est chuté massivement en termes de stake, ce qui a fortement impacté nos revenus. Et donc, sur quoi nous, on essaie maintenant de travailler, c'est d'essayer au lieu d'avoir plus de stake au plus possible, d'avoir plus de personnes aussi, pour faire en sorte qu'on ait moins ce risque de chute ou de crash, entre guillemets, de stake, et pour qu'on puisse aussi plus commencer à, entre guillemets, faire confiance à ce stake et nous projeter dans l'avenir en se disant, dans un mois ou deux, on aura plus ou moins toujours le même stake, et on peut partir sur ce principe-là. Parfait. Même question un petit peu pour Malik.
parce que je comprends que l'engagement est important, puis la délégation est importante. Fait que, est-ce que ta priorité va être de maximiser l'engagement ou de maximiser la délégation? Alors, je me trouve un petit peu dans la même situation que Max, hein, c'est-à-dire, je suis pas aussi jeune que Max, c'est à mon grand regret, mais je suis pas pour autant non plus. Enfin, dans notre pool, on est deux, on n'est pas des whales en ADA. Ceci dit, après philosophiquement, on est all-in, hein, comme on dit au poker. On n'a pas beaucoup, mais on a tout mis sur la table. Donc on n'a pas encore réfléchi clairement. Est-ce qu'on met absolument tout ou pas? Ça va dépendre un petit peu des chiffres qui vont sortir par IOHK, ou enfin par l'écosystème, on va dire, dans son entier. Quels sont les chiffres réels? Quelle va être l'inflation de Cardano sur la première année? Quel va être le paramètre A0? Alors le paramètre A0, je sais pas, on l'a déjà un petit peu abordé, je me souviens plus. Mais en gros, c'est lui, il va définir quelle va être l'importance du pledge. Est-ce que le pledge est très important ou est-ce qu'il n'est pas trop important? Donc tout ça, ça va jouer. Après, dans la philosophie, on va pas trop changer. C'est-à-dire que on va pratiquer des frais qui nous permettent déjà de payer les charges, tout simplement, parce qu'il est hors de question de faire tourner un pool à perte. Je pense qu'il faut que toute la communauté soit au moins raccord sur ce point-là. Ne vous attendez pas à ce que des pools communautaires tournent à perte, parce que c'est tout simplement pas soutenable. Donc déjà ça, remplir ce contrat-là, faire au mieux avec notre pledge, en sachant pertinemment que dans l'écosystème, au départ, très clairement, il y a des gens qui ont beaucoup d'ADA et qui vont jouer là-dessus pour attirer des gens. Donc on va voir comment la distribution se passe. Je pense qu'il y a de la place quand même pour une grande diversité de pools. Des pools avec beaucoup de pledge, des pools avec du pledge moyen, des pools avec peu de pledge. Et finalement, je reviens sur le point de départ. Quelle est la philosophie du pool? Et qu'est-ce qu'il propose à la communauté? Ça reste, pour moi, le point essentiel. Alors, pour éclaircir un certain point, on a parlé justement de l'engagement. Et pour être sûr que je comprends bien, est-ce que les opérateurs de stake pool vont recevoir une récompense par rapport au montant de l'engagement qu'ils vont mettre sur le stake pool, Max? Oui, moi c'est comme ça que je l'ai compris en tout cas. Mais évidemment, il y a toujours cette notion que, comme Malik le disait très bien, au moindre Lovelace qui bouge, qui sort de l'engagement, c'est tout le stake pool qui est down pour un époque. Okay. Donc, oui, il gagne, mais en soi, il gagne, mais à des conditions, parce qu'il ne peut pas vraiment y toucher. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important à prendre en compte. Et il y a deux éléments qui vont être importants, parce que deux variables dont j'ai oublié d'introduire, c'était ma première question, mais la conversation a tellement chamboulé que j'ai perdu le fil de mes questions. Il y a une variable qui est importante et qui vont être importantes pour les différents opérateurs de stake pool, c'est la variable K et la variable AO. Alors Malik, je pense que tu en parles dans tes traductions. Peux-tu nous parler de ces deux variables, la variable K et la variable AO, à quoi elles vont servir? Ouais. Donc je vais commencer par K et ensuite on revient sur A0. Donc K, en fait, c'est le paramètre qui définit le niveau de saturation des groupes d'enjeux. Donc, comme l'a dit Max tout à l'heure, les groupes d'enjeux dans Cardano ne peuvent pas grossir indéfiniment parce que ce serait tout simplement la centralisation de Cardano. En fait, K, on va dire, je vais prendre des exemples, c'est beaucoup plus parlant en fait. Si K est égal à 50, ça veut dire qu'un groupe d'enjeux sera saturé à 1/50e de la masse totale d'ADA déléguée. Donc c'est-à-dire que
lorsqu'il atteindra 2% de la masse totale d'ADA déléguée, le pool sera saturé. Ça veut dire quoi, saturé? Ça veut dire que même si l'enjeu global du pool est à 5, 6, 10% de la masse totale d'ADA qui circule, hein, ou qui est déléguée, le pool ne gagnera des récompenses que pour la partie qui correspond à 2%. Ça veut donc dire que les gens ont tout intérêt à partir pour aller vers d'autres pools qui sont en dessous de ces 2%. Si K est à 100, alors la saturation ce sera 1 centième, 1%. Ce qui est prévu pour le mainnet de Cardano, c'est K égale 1000. Ça veut donc dire, si on fait le calcul, qu'un pool sera saturé à 0,1% de la masse totale d'ADA déléguée. Donc, on voit en fait que ça définit d'une pierre deux coups en fait le nombre optimal de groupes d'enjeux qui vont tourner sur Cardano. C'est ça. Le paramètre A0, donc je l'ai évoqué à l'instant, mais un petit peu mal, un petit peu vite, parce que j'aurais dû revenir dessus proprement. En fait, le fameux A0, je l'appelle le fameux A0 parce qu'en fait, c'est lui qui fait trembler absolument tout le monde en ce moment dans l'écosystème Cardano, et surtout on va dire les petits pools communautaires comme celui de Max et le mien. Ouais. C'est parce qu'en fait, ce paramètre, il a été conçu pour protéger le réseau Cardano des attaques civiles. Donc Max en a déjà parlé. Hein, c'est donc cette attaque qui consiste à créer des centaines de pools de manière à contrôler la majorité de l'ADA déléguée et pouvoir faire n'importe quoi ensuite sur le réseau, c'est-à-dire des doubles dépenses, bloquer des transactions, enfin tout ce qui ne va pas. Donc, pour protéger le réseau, ils ont mis en place A0 qui contrôle en fait l'effet que va avoir l'engagement. Donc si A0 est nul, ça veut dire que l'engagement, finalement, il n'a aucune influence. Vous pouvez engager beaucoup ou vous pouvez engager rien du tout. Cela n'aura pas d'influence sur les récompenses. Si A0 est très élevé, il n'est pas limité. Hein, ça peut être 1, 5, 10, 20, 30. Bon. Si A0 est très élevé, alors un groupe d'enjeux qui va engager un pool opérateur, ou en tout cas les propriétaires du pool, plus ils vont engager d'ADA, plus le delta de récompense par rapport à un pool qui n'engage rien va être important. C'est pour ça que ça fait trembler les petits pools. Puisqu'évidemment, comme l'a dit Max, si on n'a pas beaucoup d'engagement, on risque d'avoir un petit malus par rapport à un pool qui engage beaucoup, puisque les délégateurs vont de suite voir qu'on peut gagner une petite marge en plus en allant dans un groupe qui a beaucoup d'enjeux propres, enfin d'engagement. Donc voilà, A0, c'est juste ça, c'est, on va dire, un espèce de petit, comme sur un amplificateur, en fait, c'est l'overdrive de votre pool. Hein. Plus il est élevé, plus ça va cracher. Donc, on attend de voir à quelle valeur ils vont fixer cette A0. Mais à ce moment-là, si je comprends bien, ça change un petit peu la logique qui était à la base du projet Cardano par rapport au staking. Donc, Max, est-ce que, dans le fond, le protocole va se baser sur la quantité d'ADA d'un stake pool pour le sélectionner, pour générer des blocs dans une époque? Oui, toujours. Alors, c'est pas parce que maintenant on introduit l'engagement et ses variables, etc., que la quantité de ADA ne va plus jouer de rôle. En fait, le protocole prend plusieurs facteurs en compte pour déterminer la chance qu'un stake pool reçoive un bloc dans cette sorte de loterie qui est organisée à chaque époque. Et donc, la quantité d'ADA dans un stake pool va évidemment toujours jouer un très grand rôle, parce que faut pas oublier que c'est ça qui détermine quand même principalement si un stake pool va miner des blocs ou pas. Ok, fait que à ce moment-là, le fait que mettons le nombre de stake pools visés par Cardano ou par IOHK est de 1000 pools. Donc à ce moment-là, êtes-vous inquiet que dans ces 1000 pools, il y ait un gros nombre de whales ou de personnes qui ont beaucoup d'ADA qui vont contrôler dans le fond une grosse partie de ces stake pools?
Ben, je pense que de toute façon, ça sera assez réparti, parce que faut pas oublier que si tout le monde était riche, ça ne marcherait pas. Donc il y a quelques entre guillemets riches et il y a une majorité dans la classe moyenne et puis il y a une majorité de pauvres entre guillemets. Ben, c'est la même chose dans la communauté Cardano. Il y a quelques whales, il y a quelques personnes qui ont quand même beaucoup de ADA et après il y a une grande majorité de gens qui n'ont pas vraiment beaucoup. Et donc à ce niveau-là, je pense pas qu'il faut avoir peur non plus. Et je pense pas non plus qu'il faut se limiter en se disant, ben, parce que K est égal à 1000, il y aura d'office 1000 stake pool. Ça ne veut rien dire, il pourra y en avoir 10 000. C'est juste que ça sera le plus optimal à 1000. Mais ça n'empêche que, je pense au long terme, il y en aura beaucoup plus que 1000. Maintenant, là où c'est clair que ça pourrait poser problème, c'est que au très long terme, les stake pools ont tout intérêt à faire, comme nous on va faire par exemple à Proof Africa, c'est-à-dire de construire leur pledge petit à petit. Et donc, on pourrait se retrouver dans une situation dans 5-10 ans où les 1000 premiers gros stake pools et une pledge qui soit tellement grande que pour, entre guillemets, une nouvelle startup, ça soit très compliqué d'atteindre autant de pledges. Et donc, ça, c'est une situation où il faut voir comment ça va se passer. Après, de nouveau, je pense qu'il y aura... on va trouver un équilibre, c'est l'économie. Hein. Donc, tôt ou tard, on trouvera un équilibre et les stake pools se réajusteront à cet équilibre. Et je voudrais juste... pardon. Oui, vas-y. Excuse-moi, je voulais juste rajouter que pour l'instant, on part tous en tête avec l'idée que ADA vaut ce qu'il vaut aujourd'hui, donc on fait tous nos calculs avec ça en tête. Aussi. Mais imaginez bien que si moi, demain, je décide de mettre dans mon pledge de groupe d'enjeu 100 000 ADA, bon ok, je le fais avec 5 centimes l'ADA, ça va. Si demain, pour une raison... X ou Y, ADA atteint un pic à 1,30$, 2$, soyons fous, 5$, mais 100 000 ADA de pledge, je vais plus les regarder de la même manière. Et peut-être qu'à un moment donné, je vais avoir envie aussi d'en enlever un petit peu, parce que j'ai envie d'investir soit dans du matériel, soit pour payer, je sais pas moi, une nouvelle application, ou engager quelqu'un pour refaire une beauté à mon site web. Ça va demander du cash, et donc je vais avoir envie de sortir un petit peu du pledge pour tout simplement investir. Donc en fait, tout ça va être extrêmement dynamique, il va falloir surveiller ça de près, alors pas forcément heure par heure, mais en tout cas, je pense que tous les trimestres, il va falloir un petit peu regarder la situation et réévaluer tout ça. Ce qui va être possible, puisque sur Mainnet, on va pouvoir, de manière dynamique, changer les paramètres de son pool. Ce qui n'est pas possible sur l'ITN aujourd'hui. L'ITN, c'est fixe. On a pris une décision en décembre et on vit avec aujourd'hui encore. Et il y en a qui en payent le prix puisqu'ils ont mis des frais très élevés en décembre. Et finalement, ils ont associé leur pool, leur marque à des frais élevés et finalement, ils le payent puisque les gens ne viennent pas chez eux. Sur ITN, ce sera corrigeable. C'est-à-dire, si je fais une erreur et que finalement je me rends compte qu'avec mes 30% de frais, il n'y a personne qui vient, eh bien je peux corriger le tir et descendre pour faire venir du monde. Pareil avec le pledge, si j'en ai mis beaucoup mais que je vais en sortir, je peux rééditer un nouveau certificat et tous les délégateurs qui étaient dans mon pool resteront dans mon pool, sauf s'ils décident de partir. Mais en tout cas, a priori, ils restent automatiquement. Il y aura juste une annonce faite par le wallet en disant « Attention, des paramètres ont changé, c'est moins avantageux pour vous de rester que peut-être d'aller voir ailleurs. » Mais ça, c'est la décision du délégateur. Ben oui, puis voilà. C'est une très bonne transition à ma prochaine question. Parce que sur le ITN, on a vu beaucoup de stake pool ou d'opérateurs de stake pool qui ont dû partir un deuxième stake pool parce que le premier était saturé. Donc, à ce moment-là, comment on fait pour gérer deux stake pools et est-ce qu'on a besoin de maximiser le montant de l'engagement pour le deuxième stake pool finalement?
Votre Alors, je stratégie, peux à commencer, vous, ouais. ce serait quoi finalement si vous rendez compte que bon, ben, vous avez mis un maximum d'engagement, le stake pool est saturé, vous devez partir à un deuxième stake pool. Est-ce que vous allez le faire de la même manière que sur l'ITN, sachant que l'ITN est différent du Shelly Mainnet? Je pense que ça va être difficile, Quentin, parce qu'en fait, sur l'ITN, comme on l'a peut-être évoqué, l'engagement n'existe pas sur l'ITN. Ce qui veut dire que finalement, créer 5, il y a quelqu'un qui en a créé 20 pools, ok, ça marche, il n'y a pas de souci. Si les performances sont bonnes et les délégateurs au rendez-vous, il n'y a absolument aucune raison de se limiter à 1, si ce n'est des raisons philosophiques. Donc nous, on s'est limité à 1 au départ. Ensuite, on a vu que ça marchait bien. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit, oh bah, ce serait dommage, pourquoi pas en créer un deuxième? Donc, on l'a fait. Après, on n'a pas fait de pub autour de ça. Et on s'est aussi arrangé pour mettre des frais plus élevés que le premier et plus élevés que on va dire, nos collègues, histoire de ne pas commencer à faire une course aux frais pour récupérer le maximum. Mm-hmm. Sur le mainnet, ce sera une autre histoire, puisque, comme tu l'as dit, il y a un engagement qui rentre en ligne de compte. Et donc l'engagement, moi je le vois comme ça, c'est-à-dire, oui, ça joue sur les récompenses, mais ça permet aussi de voir on va dire, la bonne foi du pool opérateur ou des propriétaires. C'est-à-dire ils signalent à tout le monde, c'est un peu, les Anglais disent virtue signaling, c'est-à-dire j'annonce ma vertu, je montre ma vertu à tout le monde en disant voilà, j'engage, ainsi de suite. Si je veux créer un deuxième pool, moi en tout cas, chez Stackanoid, on ne pourra pas créer un deuxième pool avec le même engagement que sur le premier, comme je l'ai dit, on sera all-in sur le premier. Mm-hmm. Donc si on en crée un deuxième, il n'aura pas d'engagement. Aux délégateurs de voir si ça les intéresse ou pas, si pour de la loyauté pure, ils sont capables d'aller sur le deuxième groupe d'enjeux de la même marque, sachant qu'il n'y a aucun engagement dessus. Après, voilà. Oui, je pense que c'est assez intéressant. Mais faut aussi pas oublier que c'est là que c'est comment ça fonctionne, parce que un grand style, il y a un whale qui crée un stake pool, et bien s'il se dit ben ok, je vais aller engager tous mes ADA dans ce stake pool, eh bien il y a de fortes chances que ce stake pool soit très rapidement saturé. Mais à ce moment-là, si maintenant il se dit bon, bah, je vais recréer un nouveau stake pool, il va donc devoir retirer du ADA de son engagement pour créer ce deuxième stake pool. Alors déjà de 1, ça va lui coûter très cher, parce que ça, déjà de 1, c'est une semaine où il ne va, enfin un époque plutôt, où il ne va pas avoir de revenus, mais à côté de ça, c'est aussi des délégateurs qui va sûrement perdre, parce que les gens vont se dire, mais attends, c'est une semaine où j'ai pas de bénéfice, c'est pas correct, moi je vais aller déléguer chez un autre stake pool. Mais, et ça c'est intéressant, c'est que si maintenant il divise son pledge en 2, ben, en une fois, il est devenu beaucoup moins compétitif. Et donc ça donne la chance à des stake pools qui ont peut-être moins de pledge de quand même pouvoir concurrencer avec ce stake pool opéré par un whale, simplement parce que le whale a voulu répartir ses pièces, mais du coup il est devenu moins puissant. Et donc ça c'est aussi quelque chose à prendre en compte, et je pense que c'est aussi une mécanique qui prendra forme avec le Shelly Mainnet, c'est que les gros stake pools, enfin ceux qui savent que leurs stake pools vont devenir grands, ont totalement intérêt à commencer déjà avec 2 stake pools, voire 3, et équilibrer déjà leur pledge dans ces 2-3 stake pools, et puis après faire grandir le pledge petit à petit dans ces stake pools pour, 1, ne pas décevoir les délégateurs, et 2, ne pas devoir vite fait bien faire recréer un autre stake pool par après, parce que le stake pool est trop populaire. Ouais, effectivement. Et que c'est toute cette théorie des jeux oui. Et c'est ça qui me fait rire, et que j'en parlais un petit peu dans mon dernier podcast, le fait que la communauté anglophone était toute ahurie, était toute sur les nerfs, parce qu'il fallait
entrevoir dans le fond toute cette théorie, puis entrevoir quelle allait être la meilleure stratégie, alors que personne n'a la réponse. Fait que on peut faire c'est la pure spéculation, mais... Oui, c'est ça. On peut faire des prédictions, mais en bout de ligne, là, on peut pas savoir comment ça va se passer sur le mainnet, mais tout le monde a hâte de voir comment ça va se passer sur le mainnet pour pouvoir s'ajuster, faire des ajustements et évaluer quelle est la meilleure stratégie pour son stake pool finalement. Là. Ouais, moi, je rajouterais que il y a quelque chose, je pense, qui collectivement, on a fait une erreur sur l'ITN. Quand je dis on, c'est les pools opérateurs globalement. C'est qu'en fait, on a habitué les délégateurs à des frais assez bas. Alors, on l'a fait, je pense, enfin, en tout cas chez nous, parce que c'était l'occasion, c'était un testnet. On était surtout là pour rigoler au départ, pour voir comment ça fonctionnait, se faire 2-3 ADA, très bien. Sauf que je pense qu'on a habitué les délégateurs. Typiquement, le 1% pool a été le pool le plus, on va dire, successful sur l'ITN pendant des mois, parce qu'il prévait des frais de 1%. Alors, peut-être qu'ils garderont ces frais de 1% sur le mainnet, je ne sais pas. Mais quand on voit l'architecture d'un stake pool pour le mainnet de Shelly, on voit que ça va plus être la même. On peut faire tourner un pool sur l'ITN depuis la maison. On peut avoir un tout petit ordi dans un coin, connecté sur sa ligne ADSL, ça fonctionne. Sur le mainnet, ça va être une autre histoire, puisque en fait, il faudra au minimum 2 voire 3 machines pour pouvoir faire tourner un seul stake pool. Donc, on voit immédiatement que si on veut de la redondance, si on veut de la stabilité, si on veut une connexion Internet H24, 99,99999% de uptime, sur 3 machines, on va plus être sur le même niveau de service et de qualité, et donc ça aussi, ça va avoir un coût. Et donc, je me demande si finalement, il va pas y avoir une montée générale des frais une fois arrivé au mainnet quand on va comparer au testnet. C'est à voir. Je sais pas. Moi, je suis en train de me préparer à ça, en tout cas, c'est-à-dire psychologiquement me dire aïe aïe aïe. Peut-être que demander 5% ou 1%, ça va plus être suffisant pour maintenir en fait un stake pool qui tourne sur le mainnet. Mais c'est, à ce niveau-là, nous on a la chance à Proof of Africa d'avoir pris la décision assez tôt de prendre 10% de frais, ce qui est énorme sur la tienne. Mais c'était principalement parce que nous on fait plein d'activités à côté de notre stake pool, et donc on organise des événements, etc. Et c'est des choses qui coûtent beaucoup d'argent. Mais donc on a aussi parlé de ça parce que faut pas oublier que avec le chez les mainnets, un acteur malveillant en soi, a en soi tout intérêt à attaquer les autres stake pools, à faire des attaques des DOS, etc. Parce que le coût est très bas et le changement, enfin l'impact est très grand. Je veux dire, techniquement, si on arrive à faire une attaque des DOS sur un grand stake pool avec 100 millions de ADA par exemple, durant une semaine, mais c'est une semaine où il n'y a aucun revenu, pour l'opérateur, mais 2, donc c'est de la perte sèche pour l'opérateur, mais 2, aussi pour les délégateurs. Et donc en plus d'avoir une semaine de perte sèche pour l'opérateur, il va encore, en plus de cela, perdre des délégateurs. Et donc je pense que chez les mainnets, la sécurité va prendre aussi un beaucoup plus grand rôle, et ce à travers, par exemple, ce qu'on appelle maintenant sur le Haskell testnet des block producing nodes et des relay nodes. Donc c'est-à-dire un node, donc un nœud qui va produire les blocs, et puis une sorte de petite armée de relay nodes, donc des nœuds qui vont entre guillemets protéger le block producing node, et qui devront, pour que ça soit efficace, être installés à différents endroits. Parce que si on installe tout en endroit, si on fait l'attaque envers cet endroit, mais ça n'a aucun sens, parce que tous les nœuds seront automatiquement down. Donc il faut donc du coup, entre guillemets, décentraliser l'infrastructure, ce qui va
du coup coûter plus d'argent, ce qui nécessitait plus de travail. Et donc, pour moi, c'est évident que les frais vont monter sur le mainnet. Après, bon, voilà, je ne suis pas Madame Soleil, je ne sais pas prédire l'avenir, mais ça me semblerait logique. Et à ce niveau-là, c'est vrai que le lancement du Shell mainnet est l'opportunité parfaite pour les stake pools de se dire, bon, on va monter nos frais pour être sûr qu'on soit bon. Et de toute façon, vu qu'ils peuvent changer les frais grâce à cette, au fait qu'ils peuvent créer de nouveaux certificats, si ça ne fonctionne pas, ils peuvent toujours créer un nouveau certificat pour baisser les frais. Ouais, et là, je vous écoute, puis étant donné que tout ça n'était pas prévu dans le ITN, est-ce que ce n'est pas un petit peu dangereux pour IOHK et Cardano d'ajouter tous ces éléments-là dans le mainnet, directement sur le mainnet? Parce que c'est sûr qu'on peut ajuster tout ça sur le Haskell testnet de Shelly, mais voilà. L'enjeu est quand même différent. Et c'est la raison pour laquelle ils ont sorti le ITN, pour qu'il y ait vraiment des enjeux qui soient un petit peu proches de la réalité. Mais tout ce que j'entends là, ce sont des variables qui sont quand même assez importantes et qui vont être, et que tout va se jouer finalement sur le mainnet. Mais c'est ça, c'est-à-dire que l'ITN, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent déjà que ça va être la même chose sur le mainnet. Je disais, ça n'a rien à voir. Non, ouais. Pour les opérateurs, ça n'a rien à voir, l'infrastructure est complètement différente. C'est pas du tout la même chose. J'ai eu l'occasion de faire partie du FNF Haskell testnet, donc des premières personnes qui ont pu expérimenter avec ça. Ça n'a strictement rien à voir, c'est vraiment pas du tout la même chose. Donc déjà là, il y a une très grosse différence. Mais en plus, pour le délégateur, de nouveau, voilà, l'engagement et ce genre de choses-là vont aussi commencer à jouer un rôle. Et comme je disais, les frais, les frais actuels sur le Latien, je pense que pour la majorité des stake pools, ça ne sera pas tenable. Ouais. C'est une grosse critique qui est récurrente, en tout cas, on va dire, chez les pool opérateurs. Sur les channels de pool opérateurs, c'est qu'en fait l'ITN a été lancé en ne prenant pas en compte tous les paramètres qui vont réellement jouer arriver au mainnet. Alors il y a des gens qui se plaignent que l'engagement n'ait pas été pris en compte, le fait qu'on ne puisse pas changer les certificats d'un pool de manière dynamique. Ça veut dire que sur l'ITN, si vous voulez changer un seul paramètre, ça veut dire qu'il vous faut créer un nouveau pool, et il faut que activement tous les délégateurs, un par un, changent manuellement de pool. Donc ça, c'était une autre critique. Il y avait la critique de ce paramètre A0, comme je l'ai dit, le fameux A0 qui fait trembler tous les pools opérateurs. Ils auraient voulu le voir actif pour voir un petit peu comment se positionner, comment jouer avec. Donc c'est vrai, c'est une critique. Je pense que la réponse d'IOHK à ça, c'est de dire attention, l'ITN n'a pas été fait pour tester ces paramètres, il a été testé pour autre chose. Il a été fait pour autre chose, c'est-à-dire surtout voir comment se comportaient les délégateurs avec un wallet, comment ils fonctionnaient, comment ils choisissaient, quel était l'intérêt que ça suscitait dans la communauté, combien il y avait de pools qui étaient prêts à commencer. Donc effectivement, sur tous ces aspects-là, ils ont eu la réponse. Après, il y a ce côté un peu frustrant pour les pools opérateurs de ne pas pouvoir avoir, on va dire, la palette complète pour pouvoir se positionner. Mais là encore, il manque un chiffre crucial pour se positionner sur le mainnet, c'est quelle va être l'inflation annuelle de Cardano la première année, la deuxième année, la troisième année. Si on n'a pas ces chiffres-là, on ne peut pas se positionner dans le monde réel, puisque les charges, les coûts de fonctionnement d'un pool, je le rappelle, ne sont pas payés en ADA, mais ils sont payés en dollars, ils sont payés en euros, ils sont payés en yens, dans le monde réel, on va dire, monnaie fiduciaire classique. Donc, si on n'a pas les chiffres correspondants, c'est très dur de se placer. Mais bon, on verra. Moi, ça m'inquiète pas trop. Mais après, il ne faut pas oublier non plus que IOHK a totalement intérêt à mettre en place une inflation assez haute et assez significative, ce qu'on a vu aussi dans d'autres blockchains comme Cosmos, par exemple, où l'inflation atteint un style 20-25%. Bon, je pense pas que ce sera le cas avec Cardano, je pense qu'on sera plus autour des 10%.
pour la simple et seule raison que ça permet de faire en sorte de vraiment pousser ceux qui détiennent de ADA à aller le stake. Parce que si l'inflation est trop basse, ben, les gens ne vont pas vraiment être poussés à se dire bon ben je vais aller le stake. Alors que si l'inflation est vraiment très haute, ben, sur une base annuelle, ça peut vraiment ils peuvent vraiment perdre beaucoup d'argent à cause de cette inflation. Mais donc ils ont totalement intérêt à aller déléguer leur ADA. Donc ça, je pense aussi que ça va jouer un grand rôle dans ce cas-ci. Parfait. Alors, pour terminer, parce que encore une fois, je le précise, j'ai l'impression que entre la communauté anglophone, qui est la majorité de la communauté de Cardano, et la communauté francophone, il y a un gros écart par rapport à ce que ça va donner Shelly sur le mainnet. Donc, vos prédictions pour le lancement de Shelly avec les ajustements, selon vous, ça va être quoi? Je commence par Malik. Alors, tu parles en quels termes c'est-à-dire en termes de stabilité, d'implication au niveau des stake pool opérateurs et de délégation. Est-ce que ça va être une période qui va être assez stable, notamment la période, dans le fond, hybride, où va y avoir une transition entre les stake pool opérateurs qui vont générer des blocs, puis IOHK. Est-ce que ça va être stable? Est-ce que ça va être très mouvementé? C'est un petit peu ça que je veux savoir, selon tes prédictions à toi. Alors en termes techniques, je pense que ça va être assez tranquille. Moi, je m'amuse à la maison là avec le code qui va être sur le mainnet. Comment dire, je disais à un copain, c'est presque boring, c'est presque chiant, parce que on l'allume et puis il tourne. Il y a pas de, c'est pas les nuits sans sommeil du début du réseau ITN où il fallait sans arrêt surveiller son nœud, le relancer. Machin. Donc techniquement, je pense pas que ça va être un challenge particulier. Ça a l'air quand même vachement bien conçu tout ça, et donc ça va être assez tranquille. Là où ça risque d'être un petit peu plus rock'n'roll, ça va être toute la dynamique justement théorie des jeux et comment les gens vont se positionner. Ça risque de bouger pas mal. Je suis assez curieux de voir comment ça va s'organiser. Je vois pas pourquoi il y aurait moins de pools que sur le réseau ITN, là, le réseau de test. Il y en a eu beaucoup plus que prévu. Aujourd'hui, on est à quoi, 1200, 1300 pools. Ça veut dire qu'il y a quand même 1300 personnes qui se sont lues de la documentation, qui ont envoyé un certificat sur la blockchain. Enfin, sans doute un peu moins, parce qu'il y a des personnes qui en ont mis plus d'un, mais on va dire globalement, il y a 1000 personnes qui se sont quand même motivées pour le faire. Il n'y a aucune raison qu'elles ne le fassent pas sur le mainnet. Donc de ce côté-là, je dirais à peu près autant de pools. En termes techniques, ça risque d'être très stable. Là où ça va vraiment être la tempête, ça va être comment vont se positionner les pools en termes de frais, de pledge, d'engagement. Ça va être rigolo à voir, je pense. Est-ce que tu partages cet avis, Max? Oui, je veux dire que moi je suis aussi très curieux de voir comment tout va avoir lieu. J'aime beaucoup tout ce qui est théorie d'enjeu, etc. Et de voir comment les gens vont réagir à ça. Je pense que je suis d'accord avec Malik qu'au niveau technique ça va être assez stable. Ça sera plus aussi rock'n'roll que c'était au début, parce qu'au début c'était vraiment assez chaotique. Il fallait vraiment tous les jours checker le node pour voir si ça fonctionnait bien, etc. Ici, je pense que ce sera moins le cas. Surtout que je pense qu'on va aussi continuer à voir l'émergence d'outils pour les opérateurs, comme ce qu'il y a aujourd'hui sur le testnet qui s'appelle Draw Manager, qui permet aux opérateurs de gérer leur stake pool et de le redémarrer automatiquement quand il y a un problème. Ça, je pense que ça va aussi se développer. Et je pense que ce qui est sûr, c'est que
au début, dès le lancement de Shelly, ça va être la course pour les opérateurs, parce que, comme le disait Malik au début de ce podcast, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une forme de loyauté. C'est-à-dire qu'une fois que les gens en stake, c'est vraiment, je dirais pas que c'est difficile, mais oui, c'est difficile en soi de les faire changer de stake pool. Et donc, si vous arrivez à directement avoir des délégateurs au début, ben, il y a de fortes chances qu'ils restent aussi au long terme. Donc je pense qu'au début, ça va être vraiment un sprint pour que le stake pool soit fonctionnel et directement beaucoup de marketing. Et donc je pense que les premiers jours au lancement de Shelly vont être assez actifs et tumultueux à ce niveau-là. Oui, puis Charles Hoskinson l'a précisé à plusieurs reprises. Pour les stake pool opérateurs, ben, il disait que c'est quasiment une entreprise, c'est quasiment une start-up de lancer son stake pool. Alors, pour terminer, je vous offre l'occasion de faire un petit peu de pub pour votre stake pool. Je précise qu'il y aura un autre épisode avec des stake pool opérateurs probablement la semaine prochaine. J'organise ça. Mais deux choses que j'aimerais dans le fond, c'est que vous nous parliez de votre stake pool et que vous nous parliez de la différence qu'il va y avoir entre la publicité que vous avez faite pour le ITN et la publicité que vous allez faire pour le mainnet, si jamais il y aura une différence. Je le précise parce que personnellement, j'ai vraiment pas mis beaucoup d'efforts à comprendre comment partir un stake pool, puis c'est quoi que ça va prendre, puis c'est quoi tout le matériel et tout ça. Mais avec tout ce dont on a parlé, tous les paramètres qui vont y avoir, je me dis que, et c'est juste des paroles comme ça, mais je me dis que juste avoir de l'information justement sur le paramètre le paramètre K, le paramètre A0 et des choses comme ça, serait une information qui serait importante et qui serait avantageuse pour les opérateurs de stake pool. Fait que je vous laisse le temps de présenter un petit peu votre stake pool et de présenter un petit peu la différence qu'il pourrait y avoir entre le stake pool ou la publicité que vous avez fait pour le ITNet, le ITN et pour le mainnet. Alors, on peut commencer par Max, vas-y. Parfait. Ok, alors, oui, moi je suis le cofondateur de Proof of Africa. Alors, comme le nom le dit, on est plus focalisé sur l'Afrique, et aujourd'hui, plus particulièrement au Nigeria. Maintenant, on est déjà en train de réfléchir au très long terme à grandir dans d'autres pays. Maintenant, notre focus, il est vraiment sur l'éducation et sur le fait de faire en sorte qu'il y ait de l'adoption de Cardano. On se voit un peu comme une sorte de Emorigo, mais basé sur un stake pool, et avec beaucoup moins d'argent. Et donc, à ce niveau-là, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on organise des événements au Nigeria, et on a aussi plusieurs guides qui permettent aux gens de la communauté d'expérimenter avec des stake pools, mais aussi de créer des nœuds sur le hash of testnet et ce genre de choses-là. Maintenant, ce qui va changer pour nous, une fois qu'on passera au Shelly mainnet, c'est le fait que, justement, comme je disais précédemment, on va directement toucher les frais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme je disais avant, un meet-up, donc un événement en Nigeria, ça coûte beaucoup d'argent. On a 20 personnes, ça coûte $500. Donc c'est un investissement qui est très significatif. Surtout que nous, ça fait déjà 3-4 mois que notre stake pool est là. On a à peine généré, je pense, même pas $200 de frais. Ce qui veut dire que, bon, ça coûte beaucoup d'argent. Et donc, ici, l'avantage, c'est que au lieu de ne toucher que quand Shelly sera lancé, les frais, avec Shelly, on touchera tous les époques les frais, ce qui nous permettra d'être beaucoup plus dynamique, d'organiser beaucoup plus de choses, et donc forcément d'être je pense, beaucoup plus attractif pour les délégateurs, parce qu'on pourra vraiment montrer directement ce qu'on a fait avec leur argent. Alors qu'aujourd'hui, c'est plus, on attendra jusque-là, et après, à ce moment-là, on verra. Donc ça va pour nous être le gros changement. Sinon, pour nous, on va continuer à se focaliser sur le fait de se construire une communauté.
Et on va continuer à se focaliser sur cette idée de diversifier notre stake pour faire en sorte que ça soit un stake plus solide, si je puis dire ça ainsi. Parfait. Ben, même question pour toi, Malik, à ce moment-là, pour Stakhanovit. Alors pour Stakhanovit, on a quelques pistes de réflexion. Je pense qu'il est quand même assez prématuré d'annoncer comment on va se positionner. Toutefois, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que après en avoir discuté, nous sommes deux dans Stakhanovit. Donc il y a moi qui fait les traductions et qui est impliqué, on va dire, dans la communauté française. Et puis mon partenaire qui est développeur. Alors il est développeur blockchain, ce qui est quand même super cool parce que il sait comment on développe tout simplement des applications, ce genre de choses autour de la blockchain. Donc ça c'est clairement quelque chose, je pense qu'on va réfléchir. Mais l'objectif numéro 1 de Stakhanovit, ça va être de conserver les bases, puisque ça, il y a quand même quelque chose qui a fonctionné, le pool tourne pas mal. Donc continuer l'implication dans la communauté française, continuer les traductions, l'éducation en français, et surtout stabiliser, pérenniser Stakhanovit en lui donnant une structure légale déjà. Je pense que c'est quelque chose on n'a pas trop réfléchi durant le testnet parce que c'était un test, on était là pour rigoler au départ. Mais petit à petit, on se rend compte que quand ça fonctionne, il faut un petit peu pérenniser tout ça. Donc ça veut dire créer une structure légale, une entreprise, faire en sorte que les frais générés par le pool puissent déjà prendre en charge toute cette partie-là. Et ensuite, si jamais il y a une portion qui est du bénéfice net, on va dire, en ADA pour le pool, la première option, ça va être de faire une cagnotte pour, comme l'a dit Max, je pense que c'est quelque chose que plein de pools vont faire, ça va être de diriger une partie de ce flux-là vers l'engagement du pool, de manière à ce que, au fur et à mesure que le temps passe, le pool assoit un petit peu pas son autorité, mais on va dire sa présence sérieuse. Et ensuite, pour tout ce qui est surplus, on va dire, au-delà de ça, alors avec mon partenaire, on est installé, je l'ai déjà dit, je pense au premier podcast, on est installé, on compte pas en fait sur le stake pool pour vivre. On a nos boulots déjà, et donc on aimerait utiliser ça à terme pour que ça puisse bénéficier à la communauté. Alors, pas forcément directement en Europe, et je trouve ça hyper sympa ce que fait Max avec Proof of Africa. Ça risque de partir dans une direction qui est un peu similaire, mais qui serait plus centrée sur un pays pour lequel moi j'ai un intérêt, parce que je suis originaire de là-bas, le Sénégal, mais ça tournerait autour de l'éducation principalement, et avec, j'espère, Gogen qui va arriver très vite, il va falloir un petit peu penser aux développeurs. Et quoi de mieux que de penser aux développeurs locaux, plus que des développeurs aux États-Unis ou en Europe qui iraient ensuite déverser leurs apps sur d'autres continents. Pourquoi pas faire en sorte que ces apps émergent directement de ces continents-là. Alors, je dis c'est très prématuré parce que pour l'instant, on ne sait pas si le pool va vivre. Enfin, il y a plein de variables encore. Donc, objectif 1, stabiliser Stakhanovit, en faire une structure pérenne. Et une fois que cette structure pérenne existe, alors on commencera à penser ensuite à ce qu'on va faire. Mais d'abord, survivre. C'est bon, puis c'est la plateforme pour ça. Donc, je vais encourager toutes les personnes qui écoutent le podcast ou qui vont écouter le podcast à déléguer à Stakhanovit et Proof of Africa. Il y aura également un autre podcast pour les stake pools francophones. Donc, merci Max, merci Malik pour cette discussion. Je pense que ça a été très instructif
pour moi-même et pour les auditeurs. Alors, bonne chance pour la suite. On va attendre avec impatience le Shelly sur le mainnet. Et par la suite, on va s'adapter un petit peu comme tout le monde. Que ce soit les opérateurs ou les délégateurs, on va attendre de voir quelle est la meilleure stratégie. On va faire des essais et des erreurs au début, mais tout ça pour finalement stabiliser le protocole et stabiliser la blockchain Cardano. Alors, merci beaucoup à vous. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. Merci Quentin. À toi aussi, merci beaucoup pour l'opportunité. Super. Ciao. Merci, salut. Ciao, ciao. Ciao.